Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Mars 2019, fin de mission pour les députés de la 7e législature. Nous sommes au Bénin. Et vous, sur votre émission 100% Bénin. Le mandat de 4 ans venu à expiration place donc à un nouveau scrutin dont l'issue décidera de qui devra siéger ou non au Parlement pour le compte de la 8e législature. Au niveau des états-majors des partis politiques, voire sur le terrain, la fièvre est presque analogue à celle des joutes électorales. Une campagne électorale plus que précoce, mais y aura royalement, dit-on aussi, vous préférez, banalisant les préalables à l'organisation de tout scrutin. Un constat plutôt de bon nombre d'acteurs de la société civile, en l'occurrence ceux réunis au sein de la plateforme Task Force citoyenne de la CEDEAO pour la gouvernance, la démocratie et la paix. Enquête de terrain, tête à tête avec les responsables de structures en charge de l'organisation du scrutin. Les responsables au plus haut niveau de la dite plateforme pensent qu'il y a mal d'ordre dans la cité et appellent en urgence à mettre les petits plats dans les grands pour enfin sauver les meubles. Les acquis démocratiques toujours chancelants. Inquiétude persistante de la société civile face aux législatives de 2019. Quelle bien fondée. À la loupe, nous passerons la préoccupation, mesdames, messieurs, avec nos invités déjà sur ce plateau. Pour l'instant débat, un acteur de la société civile et un acteur politique. À ma gauche, qui mieux que le président du Task Force en question pour éclairer notre antenne. Avec nous donc Gustave Assa. Il est le président de la plateforme Task Force citoyenne pour la CEDEAO. De la CEDEAO, voilà, pour la gouvernance, la démocratie et la paix. Gustave Assa, bonjour. Bonjour, ami Joël, et merci de nous avoir invités dans votre aimable studio. Oh non, le plaisir est partagé, mais on vous avait annoncé reconverti à la terre, et puis subitement, vous revoilà dans votre marigot. Absolument, absolument, parce que l'appel est si grand. Il faut comprendre effectivement dans cette démarche de société civile, dans notre rôle qu'on a joué à la tête de Social Watch Bénin. C'était l'initiative donc du réseau Glek-Bénin que je préside jusqu'à présent, qui n'a pas cessé de fonctionner, effectivement. Et face aux difficultés actuelles, au contexte que nous vivons, il est important de reprendre appel, de voir un peu de quelle manière il faut davantage assumer son rôle d'acteur de la société civile, d'acteur de la veille citoyenne autour donc, des questions électorales. Nous pensons que c'est notre défi et nous sommes toujours prêts à relever ce défi autant que faire se peut. Oh, merci pour la disponibilité. Et Dieu sait que pour bâtir une cité, tous ont droit à contribuer pour l'édification commune. Merci une fois encore pour la disponibilité, Gustave Assa. En face de vous, Dieudonné Biao, il n'est plus vraiment à présenter sur ce plateau. Il est porte-parole du PPS. L'homme est désormais le président du MCB, Mouvement Citoyen du Bénin. Dieudonné Biao, bonjour. Bonjour, monsieur Yetondi. Pourquoi ce changement de cap? Bon, d'abord, je voudrais remercier la télévision SICA pour le travail de qualité qu'elle fait. Et le remercier également SICA pour la place qu'elle fait à la jeunesse consciente, la place de choix qu'elle fait à la jeunesse consciente de notre pays. C'est notre devoir. C'est important. Et de manière singulière, je voudrais remercier 100% Bénin, pour ne pas dire Joël Yetondi. Oh non, trop de fleurs là, on n'est que des serviteurs. Donc pour la qualité des débats, sans parti pris. C'est très important. On n'a pas le choix. Alors, oui. Toujours ambassadeur du PPS, un cumul de postes, comme on dénonce souvent, où il se passe quoi? Non, le PPS a fait un accord que nous respectons. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler du PPS. Les choses ont évolué. Donc, il convient de retenir que le combattant demeure combattant, l'homme politique demeure homme politique, le défenseur du bas peuple continue la lutte et désormais sous la bannière du mouvement citoyen du Bénin. On respecte votre choix. En son temps, on reviendra sans doute plus amplement dessus. Législative de 2019, mesdames, messieurs, et c'est bien ce qui nous réunit ce jour-ci. Les signaux, dans les médias, ne seraient pas des plus rassurants. Quant à l'organisation du scrutin, sans anicroche, la sonnette d'alarme, dans ce sens, aurait été tirée par la plateforme
task force citoyenne de la CEDEAO pour la gouvernance, la démocratie et la paix, qui appelle à une mobilisation générale autour du scrutin. Gustave Assa, une sortie qui apparaît dans un environnement, on peut le dire, pour le moins serein, rassurant. Alors pourquoi jouer au fauteuil de trouble? Bon, ça paraît comme un fauteuil de trouble. Vous l'avez dit 2 fois, j'étais très surpris de voir. Vous avez dit que l'ambiance est sereine. Oui, on constate un calme de partout. Mais vous avez encore dit que l'ambiance était comme si on était dans les joutes électorales, tout le monde, il y avait une fièvre. Oui, c'est ça, ce sont nos constats qu'on rapporte. Mais vous avez terminé en disant aussi qu'ils sont en campagne précoce. Oui, et je crois qu'ils arrêtent déjà, vous avancez les pas. J'ai rapporté tout ce qu'on constate, tout ce qui nous parvient. Tout ce qui vous parvient également. Je crois que vous avez fait un constat sur un aspect de la chose. OK. L'aspect que vous avez, c'est juste l'aspect qui ne tiennent pas compte effectivement des biens fondés, je dirais des fondamentaux. Et vous l'avez dit, des préalables qu'il faut pour qu'on ait de vraies élections. Parce que là, nous tournons la tête directement dans le mur si on ne prend garde. La première question fondamentale qui nous a fait sortir, c'est la question des cartes électorales. Est-ce qu'on peut aller aux élections sans les cartes électorales? En 2015, un appel par le COSLIPI a été lancé pour que les jeunes qui auront 18 ans en 2019 puissent s'inscrire, n'est-ce pas? Tout à fait. On est arrivé à un moment où c'est arrivé à expiration le 24 décembre dernier pour un appel lancé du 13 au 24 que les gens aient la possibilité de venir remplir ces conditions. On se rend compte que beaucoup de jeunes ne se sont pas donné la peine de prendre ces cartes. Deuxièmement, il n'y a pas eu un espace où on ait constaté que les acteurs politiques aient pris du temps pour pouvoir inviter les jeunes, effectivement, à aller se faire enregistrer pour avoir ces cartes. Le mouvement des jeunes est ici, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez constaté un mouvement parmi vous comme ça pour que les jeunes aillent chercher leur carte? Ceux qui ont la majorité aujourd'hui en 2019 qui doivent constituer, n'est-ce pas, une bonne partie du corps électoral. Deuxième chose, le corps électoral devrait, à fin décembre, être convoqué. Le corps électoral n'a pas été convoqué. Si déjà, en mars 2015, on a pu obtenir le personnel politique de l'Assemblée nationale, en mars 2019, on est supposé être en train de renouveler ce personnel politique. Et si le corps électoral n'est pas convoqué à fin décembre, nous sommes déjà en train de courir le risque d'aller au-delà, c'est-à-dire le 15 mars au plus tard en 2019, on est obligé d'avoir des aspects très importants que vous venez d'évoquer. Avant qu'on avance un peu plus, avec votre permission, permettez que je me retourne vers l'acteur politique, Dieudonné Biaou. Là, c'est la classe politique qui semble aussi interpellée. Mais le constat est que juste après cette sortie, et jusqu'à l'heure où nous parlons, sauf les bruits de couloir, officiellement, c'est comme un silence plat au niveau de la classe politique. Pas de réaction. Autre mesure, serait-ce que la classe politique a de réponse à cette préoccupation, donc une préoccupation qui n'en vaut vraiment pas la peine d'être évoquée. Je ne sais pas quoi. Non, nous ne sommes pas indifférents face à cette situation. Nos aînés non plus. Et remarquez avec moi que plus les élections législatives s'approchent, il y a de quoi occuper la classe politique. La criette aujourd'hui, si ce n'est pas une affaire de 18 kg de cocaïne, ça serait une affaire ICC Service. Et bientôt, nous aurons les affaires Métognon et autres. Donc ça prouve que tout est fait à dessein pour détourner les gens de l'essentiel, pour embrouiller les cartes. Et c'est pourquoi, moi je voudrais remercier le douanier Gustave Assa pour le travail qu'ils ont fait jusque-là. De la classe, de la société civile, il reste réellement quelque chose. Parce que c'est sur ces plateaux-là que j'ai dénoncé la société civile qui s'est confondue à l'exécutif.
Mais nous constatons là réellement qu'il y a des gens qui sont en train de tenir le flambeau haut et qui continuent la veille citoyenne. C'est pourquoi je voudrais remercier le doyen. Nous ne sommes pas indifférents, nous sommes conscients de la situation et du moment où la société civile a déjà entamé la lutte dans ce sens, nous allons... le pas. Oui, justement. Mais la question de la mobilisation de la jeunesse, c'est vrai, aujourd'hui le temps est parti. La société civile pense qu'il faut procéder autrement, changer de fusil d'épaule. L'approche, vous l'avez suivie. Quel est votre regard là-dessus? Non, mais justement, il faut que les choses changent. Le renouvellement de la classe politique, ou bien, maintenant, en ce qui concerne les cartes d'électeurs, si vous voyez bien en 2015, mais les jeunes ne se sont pas mobilisés pour aller s'inscrire réellement. Parce que quand vous prenez notre population, la plupart de notre population est analphabète. Et voilà des communiqués qui sont lancés pour demander aux gens d'aller prendre des cartes d'électeurs dans un délai très court. Vous voulez dire que le fait que les communiqués soient pour la plupart en français, c'était un handicap? Oui, justement, parce que les dirigeants même savent pertinemment que notre population est majoritairement analphabète. Maintenant, quand nous quittons cette étape, en 2016, pour les élections présidentielles, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des cas de fraude que même la société civile a dénoncé. Des gens sont allés jusqu'à acheter des cartes de lecteurs chez des populations. Est-ce qu'aujourd'hui, ces populations-là sont en possession de leurs cartes de lecteurs? Et c'est pourquoi il est important qu'on renouvelle les cartes de lecteurs pour tous les citoyens. Renouveler? Oui, sans quoi c'est que c'est une fraude qui est en préparation. Vous voulez souscrire à l'appel de la société civile dans ce sens? À cette heure-ci, beaucoup se demandent, mais est-ce que ça ne va pas en ajouter à une pagaille qui ne dit pas son nom? Non, pas une pagaille qui ne dit pas son nom. Comme nous le savons tous, on dit la paix n'est pas un vain mot, la paix est un comportement. Et les périodes électorales, vous savez que c'est des périodes de tension. Et pour éviter cette tension-là, il faut faire les choses dans les normes. Il ne faudrait pas qu'à la fin, les gens trouvent à dire. Il ne faudrait pas qu'à la fin, les gens trouvent que oui, effectivement, il y a eu fraude et c'était préparé d'avance par l'exécutif. Et c'est ce à quoi nous appelons aujourd'hui. L'exécutif doit pouvoir comprendre et mettre les moyens à la disposition de COSLEPI pour que les cartes de lecteurs soient renouvelés à tous les citoyens. A les coups de franche pour emprunter votre piste, on y revient, mais Gustave Assa, là-dessus, vous vous anticipez, moyen ou pas, on peut collectivement, si la volonté y est, franchir le Rubicon et pouvoir obtenir le précieux sésame à tout cela en âge de voter. Absolument. Et quel a été le retour par rapport à cette situation? Non, je crois qu'on a pris part des étapes pour lesquelles nous nous sommes assurés effectivement de l'effectivité du besoin. On a rencontré le président de la Sénat sur les questions de moyens pour pouvoir être assez opérant sur le processus électoral. On a eu ensuite les appels successifs lancés par le COSLEPI sur, disons, d'abord les jeunes en âge de voter qui doivent arriver à terme à 18 ans, à la majorité, pour pouvoir avoir leur carte. La même situation pour ceux qui ont perdu leur carte. Un appel leur a été lancé pour qu'on puisse régulariser et offrir donc le sésame dont vous parlez effectivement à chacun d'eux. Mais le constat est clair. Il y a eu assez de perturbations. Il y a eu, disons, assez de, comment j'allais dire, de manœuvres dissuasives. Où je pense en fait que il n'a pas été facile pour les gens de se rendre compte que on peut effectivement dans ce délai-là. Et les gens se demandaient même quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça finit pour ce que nous avons gagné sur le terrain. Les gens se demandent effectivement, mais est-ce que c'est la même carte? Mais ils sont habitués plutôt à un renouvellement de cartes systématique. Mais sur ça, je pense que le Béninois a oublié que les cartes que nous avons actuellement, c'est des cartes qui sont estampillées jusqu'en 2021. Ce qui, normalement, est une raison fondamentale. Mais nous sommes en train de dire que pour la transparence des élections, il serait bon d'estampiller des cartes législatives 2019 pour éviter beaucoup de fraudes. La question, elle est claire. Oui. Sur le principe, ça peut être une difficulté majeure. Mais en même temps que c'est un plaidoyer que nous lançons.
Ça veut dire que nous reconnaissons l'étape de la loi, mais nous pensons également que le dialogue des institutions, en ce temps où il y a eu le dialogue des institutions sur et des consensus qu'on a opérés pour pouvoir avancer un peu. Vous comprenez que le Conseil économique et social était devant ce dialogue des institutions pour pouvoir dialoguer avec l'exécutif et aller dans un sens ou dans l'autre. La sortie de la Sénat, du président de la Sénat et puis du ministre des Finances, a d'abord réglé une partie de nos problèmes. Est-ce qu'il y a des moyens pour la Sénat aujourd'hui pour faire les élections? On a vu, et à la sortie de ces deux institutions, on a compris que le ministre des Finances a pu octroyer 5 milliards pour que la Sénat et les institutions annexes et les organes de gestion des élections puissent aller un peu plus loin. Mais nous avons vu encore qu'il faut augmenter le plaidoyer à ce niveau, parce que la Sénat a 3 milliards 300 et quelques, ou 400 et quelques. On se demande si ce montant, si cette cagnotte peut suffire. Et vous deviez comprendre à la prise de parole par le président de la Sénat qu'il a simplement dit, il espère qu'au moment où les problèmes surgiront, qu'on pourra avoir des compléments d'objets directs, en fait des avenants. Les avenants, aujourd'hui, nous faisons le plaidoyer également pour ça. Mais quand est-ce que les problèmes vont surgir et quand est-ce que les avenants vont suivre le couloir de la passation de marché pour pouvoir... Je pense que c'est là où nous faisons le plaidoyer également au niveau du ministère de la Justice. On voit dans l'anticipation, mais dites, dans cette démarche, quelle est l'oreille des autres institutions, en l'occurrence l'exécutif? L'exécutif, pour nous, on a demandé à rencontrer le ministre des Finances. Actuellement, ils sont en vacances. J'espère qu'ils ont repris déjà, et donc nous allons continuer par faire la demande d'audience également, dans tous les autres sens. Et nous avons été très clairs sur une question pour ce qui est possible pour la carte ou les cartes à refaire. Nous faisons l'option de monter au créneau au fur et à mesure. Nous avons commencé déjà, vous étiez là la dernière fois, pour que les Béninois de l'intérieur et de l'extérieur soient solidaires dans la contribution, parce que si on doit renouveler ou augmenter la plupart de ces cartes, maintenant, le président de Costlepi nous a rassuré qu'il nous faudra 5 milliards que le gouvernement, certainement, n'a pas encore les moyens de faire et de sortir. Et donc, si les Béninois de l'intérieur, les Béninois de l'extérieur, les citoyens, les patriotes peuvent collaborer, à cotiser un peu pour que nous ayons les moyens. Si les partenaires techniques financiers voient de quelle mesure, de quelle manière la population a été là où il y a eu l'engouement nécessaire pour apporter une contribution aux côtés donc, de l'État qui a pu faire pour lui déjà, nous aurons l'essentiel de ce qu'il faut et le compte sera ouvert et logé auprès d'un partenaire technique et financier pour qu'on s'en débarrasse de façon opportune, si j'allais dire. Ce n'est pas la société civile qui veut gagner ça, ce n'est pas les politiciens qui vont garder l'argent ou le compte, mais on cotise. La diaspora, les Béninois de l'intérieur, les âmes de bonne volonté, les partenaires techniques et financiers pour régler cette question de nos cartes afin que les Béninois aient les actions qu'il faut. Un appel de fonds à tous pour pouvoir anticiper si éventuellement le problème se posait. Comme on le sait, c'est le nerf de la guerre qui déterminera la poursuite et surtout l'accomplissement d'un certain nombre d'opérations. Là-dessus, quel est l'apport ou l'appréhension du mouvement MCB que vous présidez aujourd'hui? Hier, on vous a vu dans une certaine posture. Oui à la solidarité, comme l'a souhaité Force Task Citoyenne de la CEDEAO. Task Force. Citoyenne de la CEDEAO. Oui au sursaut patriotique. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que notre gouvernement n'a pas les moyens pour subventionner la réalisation de ces cartes d'électeurs. Vous avez suivi avec nous le débat sur l'état de la nation, le 31 décembre passé. Mais le chef de l'État n'a pas donné l'impression de ce que l'État est en difficulté. Et pour l'année 2019, ils ont prévu 430 milliards pour le social. Oui, alors? Oui, ce qui veut dire que, en matière prioritaire, nous devons connaître nos priorités. L'élection législative de 2019 pour le renouvellement de l'Assemblée nationale est une priorité et l'État doit pouvoir connaître cette priorité-là et prendre les dispositions nécessaires pour que ça ne capote pas. Donc, nous autres, nous disons oui pour la solidarité, mais il faut que le gouvernement joue sa partition. Ce qui est sûr, le MCB aussi donnera sa caution à la chose, mais il faut que le gouvernement joue sa partition.
C'est ce que nous disons. Encore un clin d'œil au gouvernement, c'est vrai qu'on a suivi tous. Mais Gustave Assar, vous l'avez évoqué tout à l'heure, très rapidement, c'est aussi un impératif, la convocation du corps électoral. Vous avez utilisé le mot là, qu'on va droit dans le mur. Absolument. Possible encore de sauver les meubles? Oui, parce que là, à partir du 15 mars, si on reporte jusqu'au 15 avril, nous serons dans un vide juridique. Et ça, c'est si on reporte jusqu'au 15 avril, hein. Jusqu'au 15 avril, à partir de... Vous l'avez dit. Le risque est vraiment... Absolument. Lorsque c'est du 15 mars au 15 mars, ça doit s'opérer. Et on aurait dû convoquer le corps électoral. On a fait une sortie, on a demandé de convoquer le corps électoral le 31 mars. Pourquoi on reste dans le délai? Lisez bien le code électoral. Le 31 décembre, oui. Plutôt, on a dit de convoquer le corps électoral le 31 décembre pour qu'on reste dans les délais. Et c'est le nouveau code voté par les députés qui le dit expressément. Et donc, si on va en avril 2019, c'est un vide constitutionnel. Le 7, 8, cette semaine-ci pourrait être suffisante si on en arrivait à prendre la décision. Je crois que le président de la République a encore la possibilité aujourd'hui de le faire. Et c'est pourquoi je dis qu'il est important que l'on ait un débat sur le consensus national, sur la question également. Pas forcément, il faut créer un cadre de concertation de toutes les institutions qui travaillent là-dessus. La dernière fois, je vous ai rappelé que le Conseil économique et social, avec l'impulsion de l'ancien chef d'État, a pu faire quelque chose. Maintenant, qui prend le devant, qui l'organise et qui fait qu'on puisse dialoguer. On a la possibilité d'aider encore l'exécutif dans le dialogue, dans l'exercice, n'est-ce pas, de consensus, du minimum de consensus autour de ces questions-là aujourd'hui. Sur la question des cartes, on peut avoir un consensus. Sur la question donc des moyens, on a la partition qui est jouée par le gouvernement déjà, c'est bien, mais il faut que le gouvernement aille plus loin. Au cas où le gouvernement ne va plus loin, ne se désiste pas vite, si notre contribution peut faire quelque chose, c'est pour ça que nous lançons cet appel. Nous lançons l'appel au consensus national, un cas de concertation qui doit apporter un plus à l'action du gouvernement, un cas de concertation aujourd'hui qui puisse dire oui, voici, nous voulons estampiller les autres cartes ou toutes les cartes maintenant à, pour les législatives 2019. Elle est sans doute à saluer votre démarche, mais dites, Gustave Assar, dans le contexte actuel que tout le monde connaît, où on a l'impression que chaque institution est dans son coin et chacun fait attention à l'autre, l'une ne veut blesser l'autre, qui pour prendre la décision finale? C'est pour ça que nous nous sommes sortis, vous avez demandé pourquoi grand silence, et nous nous sommes sortis parce qu'on a vu qu'il n'y a pas cette facilité de dialogue. Mais au nom de quoi on ne va pas se dire aujourd'hui, c'est notre Bénin? Au nom de quoi on ne va pas se dire il est utile de rattraper les choses autant que faire se peut pour les élections constitutionnelles qui arrivent. Nous devons poser de grands pas. Nous devons aller dans le sens de la solidarité. On doit laisser de côté la méfiance et se faire confiance autant que faire se peut. Et vite, on doit pouvoir prendre la relève parce qu'en fait, les partis politiques ou les différents blocs qui se mettent en place se préoccupent plutôt de donner l'impression que ça va, qu'il y a une élection qui arrive, on s'apprête, mais en même temps ils se font la guerre entre eux et dans certains blocs ils se tirent dans les pattes. On revient sur l'animation à laquelle on assiste actuellement. Oui, Dieudonné Biaou, hier on a eu des forces de la République qui ont appelé expressément à ce que les Béninois puissent s'asseoir autour d'une même table. Ça a été parfois par la voix de politiques, ensuite de militants de droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est Task Force Citoyenne qui revient expressément demandant à ce que les Béninois s'asseyent encore autour d'une même table pour décider de ce qui va se jouer. 2019, les législatives qui s'apparentent plutôt à un tournant pour l'histoire démocratique du Bénin. Vous pensez qu'il faut y aller aujourd'hui ou attendre les élections pour pouvoir le faire? Je crois que même bien avant l'élection du président Patrice Talon, il avait déjà donné cette promesse-là à la population, qu'après son élection, qu'il va organiser les États généraux, le dialogue national, où les forces politiques, les forces citoyennes de ce pays vont se retrouver et décider de l'avenir du pays. Mais une fois élu, ce n'est pas la voix de son ministre de la Justice que nous avons appris que le temps presse
et qu'il faut mettre en place les réformes. Et par conséquent, on ne doit plus organiser ces assises nationales-là. Nous, dans le temps, nous avons dénoncé la chose parce que, quelle que soit la personne, quelle que soit son intelligence, quel que soit le génie que la personne a, elle ne peut pas développer le pays tout seul. On ne peut que développer le pays ensemble. C'est tous les enfants de ce pays qui vont se mettre ensemble pour développer le pays. Mais on a l'impression que les gens pensent que seuls, ils peuvent faire quelque chose. Et c'est pourquoi nous autres, nous disons que c'est très important. Même avant d'aller aux élections. Parce que aujourd'hui, l'éthique, la morale ont déserté le forum. Vous voyez des députés qui affirment sans vergogne qu'ils ont reçu de l'argent pour voter des lois. Mais quand c'est comme ça, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute. Il faut qu'on se donne de nouvelles bases pour avancer. Sinon, après tout, c'est le Bénin. Il faut la vérité, Dieudonné Biaou, même si vous l'avez rappelé, le chef l'avait matelé, c'est vrai, mais il faut la vérité rappeler que le chef ne s'est jamais montré hostile. Il n'a jamais dit ne plus être pour le dialogue. Vous l'avez d'ailleurs souligné, la question c'est autant de chantiers en vue. Et vu les chantiers, le temps presse. Le mandat, c'est 5 ans, c'est bientôt terminé. Il faut aller rapidement. Alors aujourd'hui, est-ce que le temps ne presse pas beaucoup plus qu'hier, ou il faut encore parler du dialogue? C'est vrai, c'est vrai. Le chef n'a pas dit qu'il est hostile au dialogue. Mais dans les faits, nous autres, nous remarquons qu'il est hostile au dialogue. Et vous allez voir, avec les partenaires sociaux, les centrales syndicales et autres, pour arracher les droits de grève à certaines corporations, on ne les a même pas associés, ça a été fait de force. Et à partir de ce moment, nous ne pouvons pas parler de dialogue. Regardez comment les réformes sont opérées, où le chef estime qu'il ne doit pas associer, qu'il ne peut pas associer les acteurs de ces secteurs-là avant d'opérer les réformes. À partir de ce moment, nous ne pouvons pas parler de dialogue. Mais si tant est que il n'est pas contre le dialogue et qu'il est ouvert au dialogue, alors que dans les actes, que nous constatons cela. Parce que déjà là, oui. Le doyen parlait tout à l'heure. Nous sommes actuellement dans une période où si on ne convoque pas le corps électoral, nous allons tomber dans un vide juridique. Et si le chef aime le dialogue réellement, c'est le moment pour lui de convoquer le corps électoral, de convoquer le dialogue national. Ça va se pour faire. Que le débat puisse rester optimiste. 2019, c'est de nouveaux engagements. Vous l'avez suivi. Certainement, il faut y croire qu'il y aura une surprise heureuse pour la nation dans les prochains jours. Amen. Gustave Assa parlait de dialogue, mais comme pouvons emboucher la trompette, la même, nous avons eu Monseigneur Gaillet, l'ancien archevêque de Cotonou, qui est allé dans le même sens. Mais lui, il est allé bien plus loin. Et il pense même que les Béninois ne résident plus au Bénin actuellement pour une raison ou une autre, pour ce qui a été appelé des îlets politiques, que tous doivent revenir au pays. Il appelle même le chef à aller à l'amnistie. Pensez-vous que vraiment c'est pertinent d'aller à une option comme celle-là? Je pense que oui, c'est une très bonne chose. Je pense même, j'ose le dire sur ce plateau, que le chef de l'État a commencé. Ah bon? En recevant les centrales syndicales la dernière fois, en dialoguant avec eux, avec un ton très apaisant, avec une certaine qualification des faits sur... je ne dirais pas qu'il a failli présenter des excuses pour certaines choses, mais je pense qu'il a reconnu la valeur de l'homme, la valeur de l'humain, la valeur du dialogue, la capacité pour lui à générer autant que faire se peut la paix pour ce pays. C'est aussi utile qu'on sache que venant de lui, il est important qu'il sache que nous avons compris que les politiciens l'ont empêché de jouer un grand rôle d'unité, de solidarité et de la mise en commun des énergies pour construire ce pays-là. Et autant que faire se peut, qu'il revienne maintenant au peuple. Le peuple a besoin du chef de l'État. Le peuple a besoin qu'il montre aujourd'hui que le dialogue est utile. Et nous voulons aller vers une période très sensible où nous avons l'habitude de nous amuser pendant les élections. On se bat dans les idées, on se combat dans le positionnement qu'il faut. Mais au finish, les Béninois retrouvent la joie de faire les élections, quelle que soit l'issue que ça donne. Et donc aujourd'hui, qu'il y ait amnistie pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est faire en sorte que l'unité nous rassemble. Et nos difficultés aujourd'hui peuvent être conjuguées au passé autant que faire se peut.
Que faut-il pour un Béninois aujourd'hui qui se lève pour dire « je veux aller voter ». S'il ne se sent pas à l'aise, si son papa n'est pas au pays, si son oncle n'est pas au pays, si ses tantes sont en exil, je pense que c'est une chose importante à réaliser même avant les élections. Avant les élections? Absolument. Mais vous savez que la plupart de ceux-là en exil voudraient bien être aussi candidats. Mais quand on dit qu'il faut les amnistier, après l'amnistie, ils vont dormir là-bas. L'amnistie va préciser les conditions dans lesquelles ceux-là vont pouvoir être Béninois à part entière. On dit que le jeu politique, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Absolument. Le chef de l'État, il est désormais aussi politique. Mais je pense que c'est ce qu'on est en train de lui dire pour le tromper. J'ai entendu des gens dire la dernière fois, il ne faut pas qu'il fasse l'erreur que Yahya Boni a faite en le faisant venir. Mais c'est une fausse question. Ah bon? Ah oui. Mais si c'était une erreur, est-ce que lui, il serait président de la République aujourd'hui? En fait, il faut considérer qu'à un moment donné, il faut laisser tomber son ego pour l'unité nationale. Il faut laisser tomber son ego pour la croissance économique. Combien de ceux qui sont dehors peuvent davantage contribuer au développement de ce pays? Il faut voir les choses sous cet angle-là aussi? Pardon? Il faut voir les choses sous cet angle-là aussi? Absolument. Si un Béninois est à l'extérieur, regardez tous les Béninois qui ont déplacé des affaires, leur business de Cotonou dans une autre capitale, ailleurs, en dehors du Bénin. Mais ça veut dire quoi? C'est d'abord des étrangers qui sont recrutés dans ces entreprises-là. Un. Deuxièmement, l'économie de ce pays-là, les banques de ce pays-là, tournent ça, les ressources-là tournent en dehors du Bénin. N'avons-nous pas besoin de ressources au Bénin? N'avons-nous pas besoin d'argent au Bénin? N'avons-nous pas besoin de la contribution de ceux-là au Bénin? Aujourd'hui, il faut le dire, la faute n'est pas qu'à Patrice Talon, ni à son gouvernement. La faute est à voir aussi du côté des opposants, de ceux qui sont en exil. Je crois qu'il faut harmoniser les choses. En même temps qu'on passe à amnistier les uns et les autres, il faut faire en sorte que le dialogue atteigne les autres aussi pour demander l'apaisement, pour demander forcément que nous allions vers l'unité qui rassemble et la diversité qui enrichit. Ah oui, Dieudonné Biao, un appel de plus venant de l'archevêque. Quel est votre regard? Non, c'est bien. L'appel est salutaire. Amnistier des exilés? Oui, l'appel est salutaire parce que... Tous se supposer avoir des dossiers pendants devant la justice. Non, tout le monde dans ce pays sait que aujourd'hui, si les gens sont en exil, c'est parce que le pouvoir a voulu ou bien a commencé par mettre en application sa politique de ruse et de rage qu'il a prônée. Et tout le monde sait que c'est pour pouvoir éliminer les adversaires politiques qu'aujourd'hui les gens sont en exil. Donc, s'il y a quelque chose de plus beau à faire aujourd'hui, si Patrice Talon a quelque chose à faire pour se racheter aujourd'hui, c'est de faire ce que le Monseigneur demande. Parce que là où il a véritablement échoué, il faut que je vous le dise. Ah bon? Oui, il a reçu le pardon. Mais il a reçu le pardon de Boni Yayi parce que les acteurs de la société civile, parce que les acteurs politiques, parce que la population béninoise, tous ceux-là ont demandé cela à Boni Yayi. Et il est venu, et Boni Yayi a accepté, il est venu, il a dit, je ne vais pas diriger avec la vengeance, je ne vais pas faire de la chasse aux sorcières. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Et c'est pourquoi moi je dis sur ce plan-là, il a échoué, et s'il a quelque chose à faire pour se racheter, c'est d'accepter ce que le monstre est en train de lui dire. C'est le chemin, le monstre est en train de lui indiquer le chemin pour qu'il sorte par la grande porte. S'il ne sortira pas la petite porte, parce que l'unité nationale n'a jamais été secouée, n'a jamais été éprouvée de cette manière. Le tissu de l'unité nationale. Des réformes aussi majestueuses, on ne sort pas la petite porte. Non, quelle réforme? Aujourd'hui, est-ce que le Béninois mange à sa faim? Aujourd'hui, est-ce que les gens sont tranquilles? Il n'y a pas meilleure réforme que la paix. Il n'y a pas meilleure réforme que la paix, la tranquillité, la sérénité. Mais aujourd'hui, tout le monde a peur. Tout le monde tremble. Quelqu'un qui a peur ne parle pas comme vous parlez. Non, mais écoutez, après tout, c'est le Bénin. Et si nous ne défendons pas le pays, personne ne viendra délivrer le pays à notre place. C'est pourquoi nous sommes obligés de faire ce que nous faisons. Donc, vous parlez la paix au ventre? Justement. Sérieux? Justement. Parce que... Non, mais c'est sur ce plateau que nous avons discuté du cas d'un jeune comme moi, de l'Orphaton. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Ce qui veut dire que nous-mêmes, c'est Dieu qui nous protège. C'est la prière des populations béninoises. C'est cette prière-là qui nous protège. Donc, désormais, il faut aller à la paix. Il faut aller à la paix et le chef de l'État n'a que ce seul chemin à emprunter pour son salut.
Pendant que ces appels fusent de toutes parts, il faut le souligner, de plus en plus, les acteurs politiques, eux, dans leur ensemble, semblent peut-être voguer sur notre planète. Ça aussi, c'est ce qui nous parvient comme retour des populations. Gustave Assar, qui semble ne pas comprendre les populations vers qui vont les acteurs politiques, semble plutôt surpris par l'attitude des politiques. Vous comprenez? Le langage semble être à celui des campagnes électorales, pleinement, alors qu'on n'y est pas encore. Voilà encore une autre violation flagrante de la loi. Il y a une période précise pour commencer la campagne. Mais au nom donc de la formation des blocs, au nom donc de la situation qu'il faut, moi je les comprends pleinement. Parce que c'est des blocs qui naissent avec des logos qu'on ne connaît pas. C'est des blocs qui naissent avec des slogans qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est des blocs qui sont nés avec, on ne sait pas qui est dans tel bloc et qu'on sort. Donc, ils sont obligés de tricher. C'est une tricherie, il faut le dire. C'est une tricherie. Au regard de la loi. Absolument. Parce qu'il faut convoquer le corps électoral. Il faut situer la période de l'élection. Et avant la période de l'élection, on a 2 semaines pour faire campagne. Il faut l'annoncer. Ce n'est pas annoncé. Et il faut... Ça, aujourd'hui, maintenant, ils vont vers les populations. Parfois, les populations sont étonnées. Et les populations se taisent parce que les populations se disent « Ah oh, et il y a le cas faire pour eux. Et nous sommes là. » Et aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Quelle est la lecture que les populations font des comportements des politiciens aujourd'hui? Et pour les populations aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'habitude de faire. Ils vont encore faire. Et on verra bien ce que ça va donner. C'est pour ça que la question préalable, qu'ils sont en train d'ignorer, beaucoup d'autres sont en train d'anticiper dans la tricherie, c'est-à-dire dans la pré-campagne, sans se soucier de est-ce que mes membres ont leur carte? Vous revenez sur la question. Je te dis, j'insiste, est-ce que mes membres ont leur carte? Avec quoi iront-ils voter pour mon bloc ou bien notre ensemble? Vous ne savez même pas. Vous ne vous assurez même pas. Et là où on avait du mal aussi, c'était que on a compris que, oui, ceux qui vont déclarer la perte de leur carte, à un moment donné, des décisions sont prises pour que cela ne paye pas quelque chose pour la déclaration de perte. Et donc, on va faire en sorte que le chef de l'État aurait pris la décision déjà pour que toutes les déclarations de perte ne soient plus assujetties à des paiements de caution. Mais, lorsque vous allez prendre le duplicata de votre carte, vous allez payer quelque chose. Même si c'est une somme modique, demandez-moi si la dame de Tchoumi Tchoumi peut voir 400 francs ou 600 francs comme ça là. Avec quelle motivation va-t-elle laisser les 400 francs pour la carte comparativement aux 400 francs qui vont acheter du pain, du gari ou ce qu'il va prendre pour manger? Le problème se pose à ce niveau? Je vous assure que c'est Tchoumi Tchoumi là-bas là. Mais venez à Hindé ici, à Cotonou. Allez à, comment on appelle, derrière le terrain là-bas, le stade de l'Amitié. Prolongez un peu pour aller à Glas. La situation sociale est si critique? Mais écoutez, vous ne vous promenez pas, on dirait. Ah, donc on veut savoir. C'est là qui donne l'impression, tout le monde, parfois les gens donnent l'impression que ça va. Et ça s'explique. Oui, c'est justement ceux que nous côtoyons, ils respirent la bonne forme, un peu comme vous. Ah oui, mais justement. quand c'est comme ça, on a du mal à croire. C'est vrai que les gens tiennent ces propos. Comparer 100 Béninois à Gustave. Aller à 1000 Béninois comme Gustave. Aller à 10 000 Béninois. Maintenant, allons à 10 millions de Béninois. Regardez un peu la façon dont les gens satisfont leurs besoins de tous les jours. Je vous dis que c'est une question de priorité. Celui qui trouve 400 francs, 600 francs aujourd'hui, le Bénin ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes sortis de l'extrême pauvreté. Et je dis que la question que je pose, c'est pour ces pauvres qui n'ont pas la possibilité d'aller payer quelque chose que nous faisons le plaidoyer. C'est pour ces pauvres que nous disons que le gouvernement peut prolonger la bonne foi qu'il a en anticipant, en donnant déjà un peu d'argent à Coslepi, un peu d'argent à, mettons, à la Sénat, de voir un peu la question de la carte pour voir si le président a sauté l'étape de payer quelque chose pour pouvoir avoir la déclaration de perte, le document. Mais le gouvernement peut encore anticiper sur et donner la pleine faveur autant que faire se peut. Nous saluons déjà ce qui a été fait, l'exemple de la sortie du ministre des Finances et de choses là, du président de la Sénat. Nous disons qu'ils peuvent aller plus loin. Mais en attendant d'aller plus loin, nous réitérons notre souhait de la solidarité nationale, que cela soit clair, que nous lançons un appel effectivement pour que les Béninois cotisent, la diaspora cotise,
que les PTF apportent leur soutien également à notre système démocratique pour que nous ayons une élection inclusive et non exclusive. Alors, dites Dieudonné Biaou, est-ce que le MCB se voit plutôt alors investi d'une nouvelle mission au lieu d'aller haranguer la population pour dire, bon, c'est ça, on vote, mais qu'il faut comprendre qu'il y a plus de gens pour pouvoir voter? Non, je voudrais d'abord aller sur cette histoire de campagne précoce Allez-y. que nous constatons. Il faut dire les choses par leur nom. Vous ne le faites pas, vous? Aujourd'hui, les campagnes précoces sont faites dans le camp de la mouvance présidentielle. Non, soyez... Vous allez au grand carrefour Verdocor de Cotonou, là maintenant vous verrez un grand poster à l'effigie de l'Union progressiste. Est-ce que le chef de l'État ne voit pas ça? Est-ce que les membres de l'exécutif, est-ce que il a des gens mandatés. Est-ce que les gens qui sont chargés de faire respecter la loi dans la République, est-ce que ces gens-là ne voient pas ça? Bon, peut-être eux. On va investiguer à la fin de l'émission. Oui. Donc, il faut que le chef de l'État demande à son groupe de cesser la pagaille. Il faut que la pagaille là, il faut que ça cesse. Maintenant, en ce qui concerne les cartes d'électeurs, oui, j'ai dit tout à l'heure, oui, pour la solidarité. Est-ce que vous voyez? Mais il faut qu'ensemble, avec ce que la société civile est en train de faire déjà là, les forces politiques, nous mettons ensemble pour mettre la pression sur l'exécutif, parce que c'est son rôle. Et il faut que l'État joue son rôle. L'État doit jouer son rôle. Il y a les moyens pour le faire. Si on nous a dit dans un discours sur l'état de la nation qu'il faut 430 milliards pour faire du social l'année prochaine, ce qui veut dire que nous avons les moyens pour prendre au moins 5 milliards pour éditer les cartes d'électeurs. Parce que les élections législatives aussi, c'est une priorité. Oui. On ne dira pas le contraire, ça reste une priorité. Mais dans ce qui se jouera dans pas très longtemps, parce que le corps électoral, une fois convoqué, c'est la machine qui se met progressivement en branle. On dit qu'il y a un acteur qu'on semble souvent oublier et qui a un rôle prépondérant à jouer. Gustave Assa, je vais demander rapidement votre avis avant de vous poser une petite question dérangeante peut-être, mais il va falloir que je vous la pose à la fin. Dites, comment entrevoyez-vous le rôle de la presse dans la course qui s'annonce? Je pense que la presse a un rôle important. La presse aujourd'hui doit être à la fois l'acteur qui permet aux Béninoises et aux Béninois de comprendre, aux Béninoises et aux Béninois de savoir effectivement qu'est-ce qui se passe réellement. Mais nous n'avons pas l'impression que ça se passe ainsi. Regardez un peu ce qui se passe au niveau de la télévision nationale. Regardez un peu ce qui se passe, voir déjà le rôle que la RAC doit jouer pour ne serait-ce que le sujet que nous avons abordé maintenant, sur l'anticipation, la tricherie au niveau des campagnes électorales. La RAC est muette. La RAC ne dit rien pour arrêter. La RAC ne dit rien pour empêcher les gens. On voit à la télévision des émissions qui passent pour au-delà de 3 minutes sur un seul sujet concernant, n'est-ce pas, l'équipe gouvernementale ou bien, je ne sais pas. Mais on peut faire autrement. On est dans un pays de droit. On est dans un pays démocratique, on est dans un pays où la presse doit avoir une certaine liberté. Je ne veux même pas évoquer la presse qui est muselée entre-temps. Vous voyez un peu, je suis sur votre plateau, je ne vous ferai pas cette faveur de parler de ça également. Combien de radios sont, n'est-ce pas, suspendus? Combien de journaux également aujourd'hui? Mais est-ce qu'on a l'impression qu'on a une liberté d'expression dans le pays aujourd'hui? Il va falloir y penser. Absolument. Absolument. Je pense que les périodes que nous apprêtons à traverser, la presse a un rôle important pour ne pas embrasser le Bénin. Oui, Dieudonné, très rapidement, là-dessus, 1 minute, et puis on va se dire à très bientôt. Nous n'allons pas apprendre le rôle de la presse à la presse. À la presse. Les professionnels des médias connaissent bien leur rôle, mais seulement que pour le moment, pour des raisons, comment je vais dire, de pécune, de moyens financiers, il y en a ceux qui ont décidé de laisser le rôle de la presse de côté. Tout le monde sait que la déontologie appelle à l'impartialité. La déontologie appelle à une certaine expertise. Mais aujourd'hui, nous constatons que la presse est devenue un instrument de propagandisme, un instrument de communication gouvernementale. Et pour la paix, la presse doit pouvoir revoir sa copie. Maintenant, je voudrais dire au gouvernement que les cartes d'électeurs sont très importantes pour
les élections législatives qui viennent, si Patrice Talon veut vraiment la paix, si Patrice Talon est vraiment attaché au développement du pays comme il a si tant souhaité, parce qu'il faut le renouvellement de la classe politique réellement pour que l'action gouvernementale soit contrôlée. Donc il faut que ces cartes d'électeurs-là soient rééditées. Merci à vous. Qui donnent les moyens. 15 secondes, le temps est parti, mais je vous l'offre 15 secondes. Je voudrais compter sur le dialogue pour la paix. Je voudrais compter également sur la possibilité que nous ayons à contribuer pour l'édifice national, donc les cartes électorales, c'est utile pour nous, et faire confiance au chef de l'État pour convoquer très rapidement le corps électoral. Merci à vous, Gustave Assa. Merci également à Dieudonné Biaou pour la disponibilité. Chers téléspectateurs, vous le savez, c'est toujours un énorme plaisir de vous savoir toujours rendez-vous, car sans vous, cette émission n'a pas sa raison d'être. 100% Bénin, ce sera tout pour l'émission du jour. Je vous fausse compagnie sur cette citation du grand philosophe, dramaturge et homme d'État romain Sénèque. Je le cite, « L'homme prévoyant se met en sûreté avant même d'avoir éprouvé du mal. » Sachez donc anticiper. Et la voie du succès, il passe à ce qui paraît. Merci pour l'attention. À demain.